Merci. Et nous l'écoutons. Albert Camus, L'homme révolté et les articles qui constituent votre récent livre Actuel 2 témoignent d'une évolution de votre pensée. Pouvez-vous la définir, nous dire d'où vous êtes parti pour arriver où? C'est une vaste question. On peut cependant préciser 3 points. Le premier, c'est qu'à mon sens, il faut évoluer. Celui qui n'évolue pas, en somme, il reste à se taire ou à se répéter. Le second est qu'on ne peut pas évoluer tout à fait. On évolue en somme à partir de quelque chose, une vérité entrevue, une certitude quasi organique quelquefois. On évolue en somme à partir d'une fidélité. Eh bien, dans l'évolution dont vous parlez, il me semble que vous pouvez trouver ces 2 éléments. Je suis parti d'une fidélité selon moi, et c'est cette fidélité constamment raisonnée qui m'a mené du nihilisme à la critique du nihilisme, qui est le point où je suis arrivé. Est-ce que les circonstances précises ont amené cette évolution? Je me demande par exemple quelle influence a pu avoir sur votre pensée le fait de descendre dans l'arène, c'est-à-dire, en devenant éditorialiste à combat, comme vous l'avez été après la Libération. Eh bien, quand je suis devenu éditorialiste à combat, j'étais dans l'arène depuis longtemps, depuis que j'ai l'âge d'homme exact. Simplement, dans cette arène, je n'étais ni avec le chrétien, ni avec le lion. Et je n'ai eu pour moi, en somme, ni les consolations de l'esprit éternel, ni ce que j'appellerais la joie du beefsteak historique bien saignant. Je n'ai pas changé sur ce point et j'ai probablement une vocation pour les positions inconfortables. Mais ne croyez-vous pas qu'on pourrait dire, qu'il serait plus juste de dire en tout cas, qu'on peut vivre à travers les guerres, les révolutions manquées ou triomphantes, les camps, le temps de la haine, sans être amené à réviser quelques-unes de ces idées. Certainement. Est-ce que il me semble que vous vous êtes éloigné de certains hommes qui semblent mener le même combat que vous? Est-ce que leur sectarisme, les moyens qu'ils sont prêts à employer, est-ce ça qui font les rejeter aujourd'hui? Si je m'en suis éloigné, c'est que probablement ils ne menaient pas le même combat que moi. Et je ne suis pas là d'ailleurs pour faire leur procès, mais mon opinion reste ferme, et pour certains d'entre eux, je veux dire les intellectuels responsables, sans aucune indulgence. Vous parlez dans votre livre d'une mystification du siècle. C'est une chose que je voudrais vous faire préciser. Eh bien, j'ai voulu dire dans ce livre que c'est une thèse que l'homme révolté a développée un peu, que nous vivons entre 2 mystifications selon moi. L'une bourgeoise, qui veut nous faire croire que la liberté peut s'accommoder de la servitude économique, et d'autres pseudo-révolutionnaires qui veut nous persuader que la servitude politique peut seule assurer la liberté économique. À propos d'articles parus par l'homme révolté, vous reprochez à leur auteur de manquer d'honnêteté intellectuelle. Est-ce que ça vous paraît un vice particulièrement répandu chez ce qu'on peut appeler les croyants marxistes? C'est à mon sens un vice de la société rationaliste du XXe siècle sous ces 2 aspects, qu'ils soient bourgeois ou marxistes. Et à cet égard, si je puis m'exprimer par métaphore, le Figaro n'a rien à envier à l'humanité. Certainement. Cependant, Albert Camus, vous restez un homme de gauche plus qu'aucun autre, conscient du problème d'une époque cruelle pour le moins. Comment traduire en actes vos principes tout en sauvegardant la liberté? Ne point se pencher sur cette question donnerait raison à vos détracteurs. Eh bien, essayons de nous pencher. Je ne suis pas un prophète ni un homme d'État. Je suis un écrivain qui défend ce qu'il croit vrai. Et je crois que justement une grande partie de nos mots vient de ce que trop de gens outrepassent les limites de leur connaissance et de leur science. En fait, le problème qui se pose n'est pas de savoir si nous pouvons épargner la liberté en réalisant ce que nous croyons être juste et vrai. C'est au contraire de prendre conscience que nous ne réaliserons pas ce que nous croyons être juste et vrai si nous ne défendons pas la liberté jusqu'au bout. C'est en tout cas là ma position. Elle ne va pas plus loin et j'accepte volontiers les accusations d'inefficacité quand je vois ce que donne l'efficacité des autres.
qui accepte de laisser courir quelques risques à cette liberté. Laquelle de ces deux formules proposées vous paraît plus juste? J'opterai pour la seconde, qui est celle du bon sens, et qui, dans certaines circonstances, est celle du courage. Maintenant, je veux vous demander aussi si vous ne croyez pas que vos origines méditerranéennes ne sont pas tout à fait étrangères à l'évolution de votre pensée, et qu'il faut de dire que vous nous proposez de poursuivre l'action révolutionnaire sans renoncer à ces vertus méditerranéennes qui sont le sens de la mesure, le respect et le goût de la vie. Ça n'est pas faux, loin de là. Mais vous prononcez des mots dangereux, Méditerranée, mesure. J'ai pu constater à leur propos qu'il y avait dans l'intelligentsia européenne une sorte de véritable intolérance à l'égard de la Grèce et de ses vertus. Alors soyons charitables et faisons pour ces vertus ce que Poincaré voulait qu'on fît pour l'Alsace-Lorraine. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Certains de vos disciples, si vous me permettez ce terme, ont vu dans l'homme révolté la fin d'un cycle. Moi, je vois plutôt un épanouissement de votre pensée. Quelle est votre opinion? Si j'avais des disciples, je le saurais sans doute. Ceci dit, permettez-moi de vous citer Baudelaire. Le propre des disciples est de toujours vouloir conclure. Mais celui qui vit une pensée et qui connaît sa propre faiblesse ne peut vouloir conclure aussi vite. L'homme révolté n'est selon moi ni une fin, ni un épanouissement. C'est une étape, la plus dure peut-être de toutes celles que j'ai franchies et qui m'a coûté cher à beaucoup de points de vue. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer, vous êtes un écrivain engagé, dirons-nous, mais n'avez-vous jamais été tenté par la création d'une œuvre d'art pure, pour l'art? À vrai dire, les écrivains engagés d'aujourd'hui me paraissent surtout engagés dans le train des équipages. Et quant à moi, je préfère les hommes engagés aux écrivains. Et ce sont justement ces hommes engagés qui risquent d'être des écrivains libres. De toute manière, il me semble qu'une certaine sorte de problème se pose aujourd'hui un peu différemment, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Disons seulement que pour moi, le temps de la critique a cessé, et qu'il me semble, à bien des signes, qu'on peut espérer le temps de la création. Et sur ce point, disons que oui, vraiment, j'attends ce temps de tout mon cœur. Merci, Albert. La traduction était de